Bonsoir à toutes et à tous. Comme Monsieur Demani l'a dit, on est très heureuse de vous accueillir ce soir, aussi nombreux et nombreuses. Nous accueillons donc Ovidie ce soir. Cette soirée, elle va être découpée en deux parties. Une première partie où on va discuter ensemble et avec vous, on va vraiment vous inviter à prendre la parole autour de thématiques que je vais vous annoncer. Et puis la seconde partie, ce sera dans la librairie que vous avez déjà traversée tout à l'heure, si vous voulez faire dédicacer votre ouvrage. Pour ceux qui ne l'ont pas, tout va bien, on a ce qu'il faut dans notre librairie. Avant de vous présenter les thématiques, quand même, vous présenter un peu Ovidie. Je ne sais pas si vous la connaissez toutes et tous. Ovidie, redire en quelques mots, vous êtes militante, réalisatrice, autrice. Vous êtes docteur en lettres et en études filmiques. Vous êtes aussi spécialisée, on va en parler, sur les questions du corps, des féminismes et des sexualités. Alors, parmi vos réalisations les plus récentes, peut-être qu'il y en a qui ont entendu vos podcasts sur France Culture. C'était intitulé « Vivre sans sexualité ». Vous avez aussi sorti votre dernière BD, alors je ne l'ai pas là, je suis désolée, elle est en rupture de stock, peut-être qu'il y en a qui l'ont lu, Les Cœurs Insolents. Et c'est dans cette BD que vous racontez justement le début de vos engagements militants à l'âge de 14 ans. Vous avez aussi réalisé Libre, donc, que je vous montrais juste là, qui est un manifeste contre les dictats sexuels, qui a été d'ailleurs adapté sur Arte, vous avez peut-être vu la série d'animation. Voilà, donc il faut rappeler aussi que vous vous revendiquez dès l'âge de 18 ans comme une féministe pro-sexe, donc un mouvement qui est né aux États-Unis dans les années 80, qui entre autres prône une sexualité féminine libérée des tabous, et puis aussi le développement d'une pornographie qui est conçue comme un outil politique contre la domination masculine. Alors vous êtes notamment influencé par des artistes comme Annie Sprinkle. On a parlé de Mutante qui sera diffusée cet été dans la cour du Frac de Virginie Despentes. N'hésitez pas à revenir. Et puis vous avez réalisé aussi bien sûr des documentaires, justement toujours autour des femmes et leur corps pour dénoncer des discriminations, soit pour interroger la représentation aussi du sexe dans notre environnement culturel avec À quoi rêvent les jeunes filles en 2015, ou aussi pour dénoncer les violences obstétricales en 2019. Voilà un peu votre parcours en résumé très rapide. Et donc ce soir, qu'est-ce qui nous amène? De quoi va-t-on discuter? Eh bien, on va s'interroger de ce côté de politiser l'intime. Est-ce qu'on doit laisser nos convictions féministes quand on passe la porte de chez soi ou quand on passe la porte de la chambre à coucher? Est-ce que dans ce contexte post-MeToo, on pourrait rebattre les cartes pour une égalité homme-femme? Et comment on va repenser cette question amoureuse, cette question du couple, cette question des sexualités? Voilà. Donc, comme je vous le disais en début, pour essayer d'y répondre, on va partir de 4 thématiques qu'on va aborder ensemble. On va parler sexualité, on va parler maternité, on va parler amour et on va parler du corps aussi. Voilà ce qui vous attend comme programme pour ce soir. Voilà. Vous voulez dire un mot quand même avant qu'on lance? Je voulais dire bonsoir déjà, en fait. Merci d'être aussi nombreuses, j'ai envie de dire, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, donc on va conjuguer, on va accorder ça au féminin. Merci d'être aussi nombreuses. En fait, vraiment, ça fait chaud au cœur parce qu'on sort quand même de 2 années un peu compliquées avec plein d'événements qui n'ont cessé d'être annulés, reportés. Là, on se voit tous, on est presque tous sans masque d'ailleurs, mais à vos risques et périls. Moi, j'en sors, perso. D'ailleurs, je suis navrée pour les personnes qui avaient réservé leur babysitter ou leur babysitteuse la semaine dernière. Je suis désolée si on a repoussé cette soirée d'une semaine, mais j'étais covidée jusqu'à la moelle. Donc je vais essayer d'avoir les idées claires ce soir et de ne pas avoir trop le cerveau en fromage blanc et de ne pas dire trop d'âneries. Mais voilà, je suis contente d'être là. Je suis contente d'être là avec vous et je suis contente que vous soyez venus aussi nombreux et aussi nombreuses, quoi. Donc merci pour cette présentation. Effectivement, on va parler de tout ça. Alors, je ne sais pas dans quel ordre. Je ne sais pas, c'est toi qui mènes la danse, a priori. Donc, je te laisse partir. Vas-y, je te regarde. Oui, moi, je pensais commencer par les sexualités parce que je pense que c'est ça qui t'a amené à toutes ces questions. Alors, on connaît évidemment la charge mentale maintenant, j'ai envie de dire. C'est un mot que tout le monde connaît. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Mais quelle est la charge mentale aussi de l'intime et donc de la sexualité? Alors,
il y a des choses qui sont aujourd'hui, et je suis heureuse de le dire, presque des évidences. Le fait que la charge mentale de la contraception, c'est souvent celle des femmes. Il y a la charge émotionnelle aussi, bien sûr. On peut penser aussi à la charge de la performance, aussi bien pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs. Mais ce sont souvent des femmes qui s'expriment sur ces questions de sexualité. Et du coup, alors il y a d'autres autrices comme vous, notamment Titiou Lecoq, qui s'exprimait là-dessus et qui nous disait l'erreur, c'est sans doute de penser qu'on est des individus libres et autonomes, alors qu'en réalité, on est porteur d'une histoire qui nous dépasse, en fait. Tout ça, toutes ces questions de sexualité, est-ce que c'est pas des automatismes qui nous viennent de plusieurs générations, qui sont construites par différentes images, qui sont véhiculées notamment par le numérique, par la pornographie, etc. Et du coup, en fait, toutes ces questions, tous ces automatismes, comment on peut les déconstruire ? Est-ce qu'on peut les déconstruire ? Et est-ce que c'est une question politique aussi à se poser ? Bon, moi, je pars du principe que c'est en grande partie une construction. Mais il y a débat, c'est-à-dire il y a plein de gens qui refusent de penser ça comme une construction et donc de penser la déconstruction. Penser à la déconstruction en matière de sexualité, c'est quelque chose qui fait débat surtout au sein même des milieux militants, avec des gens qui pensent l'égalité par ailleurs dans d'autres domaines, mais qui se refusent de penser l'égalité dans la chambre à coucher aussi, parce qu'on part du principe que non, c'est quelque chose qui échappe finalement à la culture, que la sphère des fantasmes, c'est un truc purement psy ou je sais pas quoi, et donc il y a un peu ce refus d'admettre que nos fantasmes, ils se construisent pas ex nihilo, ils se construisent en fonction de notre environnement culturel et social. Et donc c'est ça déjà, commencer par penser, ne serait-ce qu'admettre ça, que c'est une construction, c'est déjà quelque chose qui fait débat. Juste un mot sur Féminisme Pro-Sexe, je reviens juste là-dessus, puisque tout à l'heure tu t'en as parlé brièvement en intro. C'est effectivement, moi, le mouvement politique, on va dire, d'où je viens, c'est un mouvement dont aujourd'hui, je me revendiquerai absolument plus féministe pro-sexe. Ça fait quelques années que je me revendique plus féministe pro-sexe, puisque pour moi, c'est un mouvement qui avec le temps, arrive à ses limites, on va dire, qui historiquement est très important, mais qui malheureusement arrive certainement à ses limites, surtout en cette période post-MeToo. Alors juste un petit mot vraiment très vite fait sur ce que c'est que le féminisme pro-sexe, histoire qu'on parle bien tous de la même chose. C'est un mouvement qui est issu de ce qu'on appelait les sex wars, donc à la fin des années 70, un mouvement états-unien. Et les sex wars, on va dire, ça a été l'opposition entre les féministes abolitionnistes, donc opposées à la question de la pornographie, du travail du sexe, etc. Et en face, une partie des féministes qui, au contraire, ont milité en faveur des droits des travailleurs du sexe et ont milité aussi à ce moment-là en faveur d'une entrée des pornographies, par exemple, dans les musées. C'est ce qu'on appelait le post-porn modernisme manifesto, par exemple. Ça date de 89. C'est effectivement Candida Royal, Annie Sprinkle, dont tu parlais tout à l'heure, Véronique Avera, donc des gens qui sont issus plutôt de la pornographie mainstream des années 70, qui dans les années 80 se sont impliqués d'un point de vue militant et qui ont donc écrit ce manifeste qui, en gros, mais vraiment, je schématise, disait qu'il fallait faire rentrer la pornographie dans les musées. Donc je le dis parce qu'ici, ça a quand même son importance, on est quand même au FRAC. Donc, ça fait par exemple que des personnes comme Véronique Avera ont posé pour des photographes comme Mapplethorpe, etc. C'est toute cette période-là des années 80. Donc le féminisme pro-sexe, à la base, c'est ça. C'est une partie des féministes qui se sont plutôt concentrées sur des questions d'éducation populaire, qui ont fait des workshops, des ateliers de masturbation. Ça, c'est plutôt, par exemple, Betty Dodson. On va avoir donc des militantes pour les droits des travailleurs du sexe. Donc ça va être Carol Lee, qui se faisait aussi appeler Scarlett Harlot, et Annie Sprinkle, et aussi donc cette partie artistique dont Annie Sprinkle faisait aussi partie, avec Candida Royal qui crée Femme Production en 84, qui était la première maison de production de films pornographiques à destination des femmes. Alors aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, film pornographique à destination des femmes, mais à l'époque, l'idée était quand même intéressante. En 84, c'est quand même les premiers pas. Donc voilà, c'est ça le mouvement féministe pro-sexe, un mouvement qui a donc à peu près 40 ans, un petit peu plus de 40 ans. Et moi, je me suis inscrite dans cette histoire à mi-chemin, on va dire, c'est-à-dire il y a un peu plus de 20 ans, donc on va dire à la moitié de l'histoire du féminisme pro-sexe, quoi. Et c'est un mouvement qui, à mon sens, a commencé à rencontrer un certain nombre de limites, parce que justement, c'était un mouvement qui
était dans cette perspective de dire toutes les sexualités se valent et toutes les représentations des sexualités se valent et tant que ça reste dans la sphère du fantasme, il n'y a pas de problème, etc. Donc aussi, bizarrement, une volonté de ne surtout pas politiser les représentations sexuelles. Et en fait, ça, aujourd'hui, ça atteint ses limites. En fait. C'est-à-dire, c'est hyper intéressant en 1990, en 1980 ou même encore en 2000. Mais en 2022, moi, par exemple, je ne suis plus du tout à l'aise avec ça. En disant, non, mais en fait, il n'y a pas de souci, on peut représenter tout ce qu'on veut, et on peut se prendre... Enfin, voilà, parce que de toute façon, tant que ça reste des représentations fantasmées, on s'en fout, on peut faire des mises en scène de viol, etc., on s'en fout. Et en fait, je trouve que ça aujourd'hui, en termes de représentation, ça pose problème, puisque justement, comme je disais tout à l'heure, nos fantasmes, ils ne se construisent pas ex nihilo, ils se construisent aussi en fonction de ce dont on se nourrit. Et il y a un autre problème qui s'est posé aussi après MeToo, c'est que les pionnières du mouvement pro-sexe se sont démarquées par leur silence assourdissant après MeToo. Et il y en a un paquet qui se sont tus, qu'on n'a pas entendu, que moi j'aurais aimé entendre publiquement, parmi toutes les femmes que moi j'admirais et dont je me suis nourrie dans ma construction féministe. Et il y en a d'autres qui ont ouvert leur bouche et qui auraient mieux fait de se taire. Par exemple, Betty Dodson, qui pour moi est vraiment une très grande icône du féminisme pro-sexe, enfin était, puisqu'elle est décédée il y a quelques mois là, mais c'est vraiment celle qui a révolutionné la masturbation. Enfin bon, bref, c'était super ce qu'elle a pu faire, Betty Dodson. Il y a des images, si à un moment vous allez chercher sur Google, il y a des images de Betty Dodson avec plein de femmes en workshop, en atelier, comme ça, dans les années 70, où elles sont toutes avec leur gros vibromasseur, là, qui est plus gros que mon micro encore. Et elles sont toutes là à tenir leur bâton de guerrière et puis à se masturber tout ensemble. Enfin bref, il y a un truc qui était hyper exaltant là-dedans. Bon, Betty Dodson, au moment où il y a eu MeToo, elle a dit « Ah ouais, mais... ce serait quand même bien, au lieu de mettre en avant les femmes qui se sont fait violer, de mettre en avant les femmes qui ont réussi à ne pas se faire violer. » Et là, je me suis dit, waouh, ça va pas du tout, il n'y a rien qui va là-dedans, quoi. Et, ou alors des discours du genre, c'était pas terrible, du genre, ah bon, oui, je comprends, on était en plein dans MeToo, hein, c'est-à-dire on était en plein des millions de femmes dans 82 pays qui partagent leur témoignage de violences sexuelles et tout. Et moi, je trouve qu'à ce moment-là, en tant que féministe pro-sexe, il fallait soit qu'on ferme notre gueule, soit qu'on prenne parti, en fait. Et là, elle a dit, ouais, mais je trouve quand même qu'il faudrait arrêter de parler de sexualité en des termes négatifs, parce qu'il faudrait mieux reparler de sexualité en des termes positifs. Donc, en fait, il y a eu un changement de paradigme qui n'a pas été géré par nous, militantes, en fait. Il y a un truc qui n'a pas été géré, c'est-à-dire il y a eu un changement de paradigme dans le sens où avant, on était là, ouais, pussy power, le pouvoir de la chatte, etc. Et tout à coup, on se retrouve dans une situation où, non, la chatte, entre guillemets, elle est violée, mutilée, et c'est ça, à ce moment-là, qu'on a envie de partager. Donc, c'est ce changement de paradigme-là qui consiste à dire, ah bah oui, on ne va pas parler de sexualité en des termes négatifs, il faut en parler qu'en termes positifs, qui là atteint ses limites, quoi, et n'est plus entendable maintenant. Donc voilà, je fais un détour un peu long juste pour dire que voilà, je trouve que Féministe Pro-Sexe, c'est un mouvement qui est extrêmement intéressant historiquement, qui n'est pas quelque chose que je renie, j'en ai fait partie, il n'y a pas de problème, et j'ai dit aussi parfois des conneries sans doute, et j'en sais rien, et peu importe, mais c'est aussi un mouvement qui, à mon sens, a atteint politiquement ses limites. Pourquoi ? Parce que justement, il y a eu à un moment ce refus de politiser la réflexion autour de nos pratiques, déjà, et de politiser tout simplement ce qui se passait dans la chambre à coucher, quoi. Il y a un problème à ce niveau-là. Et ce problème, il est vraiment général. Enfin, moi, je le vois même avec d'autres mecs avec qui je peux discuter, qui sont vraiment parfois... mais très impliqués dans des luttes pour l'égalité à plein d'autres niveaux et qui refusent de se pencher sur la question de l'intime, que ce soit sur les questions de sexualité, les questions de rapport au corps, les questions de maternité, parentalité, etc. Parce que pour eux, c'est pas une question politique. Et moi, il me semble que c'est une question qui est éminemment politique et elle n'a jamais été autant politique qu'en ce moment, quoi. C'est vrai que dans un article du Monde dernièrement, vous avez dit justement beaucoup de mecs de gauche baissent comme des mecs de droite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non mais avouez que c'est vrai. Non mais franchement, mais bien sûr que c'est vrai dans le sens où il y a alors plutôt des mecs de ma génération, je pense, je sais pas si je me rends compte quand même que
que c'est un tout petit peu moins vrai pour les hommes qui sont plus jeunes. On en parlait justement avec Maya Mazourette il y a quelques jours, qui a à peu près mon âge. Maya, elle a 43 ans, je le dis parce qu'elle le dit elle-même, donc c'est pas un secret. Et moi j'en ai 41, et elle me disait ah non mais moi maintenant je couche plus qu'avec des mecs entre 20 et 25 ans. Je dis mais ah bon, ok, d'accord. Elle me dit ah ouais non parce que les mecs de notre âge c'est plus possible quoi. Ah bon. Elle me dit bah oui parce qu'en fait la génération suivante ils ont réussi enfin ils ont une approche qui est beaucoup plus saine des questions de consentement, etc. Ils sont vachement plus conscientisés sur ces questions-là. Ils sont globalement quand même moins homophobes, ils sont quand même aussi globalement moins racistes. Enfin ils sont bon bref. Donc elle me parlait de ça. Bon, détour pour dire, effectivement, de la part de mecs de ma génération, il y en a un paquet qui ont ce que j'appelle du viol ordinaire sur les mains et qui commencent seulement à le comprendre maintenant, pour ceux qui veulent bien essayer de le comprendre, en fait. Et qui se rendent compte qu'il y a un certain nombre de trucs qu'ils ont pu faire qui étaient plus que problématiques. Mais quand même, il y a quand même un paquet, quand je dis un paquet de mecs de gauche, c'est que, je sais pas, voilà. Peut-être que, on va dire dans ma vie, je baisse plutôt avec des mecs de gauche, j'en sais rien. Mais donc, et je trouve qu'ils butent, ils refusent justement de penser cette question à travers un prisme politique. Il y a un truc qui marche pas quoi. Et donc quand je dis des mecs de gauche, c'est un raccourci un peu. Alors la formule n'est pas de moi, la formule est de Martin Page qui a écrit Au-delà de la pénétration. On va rendre à César ce qui est à César, ou le copyright à Martin Page, c'est lui qui disait ça. Mais effectivement, il y a un truc qui fait que moi, ça m'étonne de voir qu'il y a ce refus de réfléchir, juste de réfléchir sur ces questions-là, parce que je pense que ça touche justement à des constructions qui sont beaux. C'est pour ça, je trouve ça intéressant ce que disait Maya, en disant ah ouais, non, mais les mecs plus jeunes, c'est autre chose. C'est dans le sens où, voilà, je crois que c'est un truc qui est tellement construit que c'est difficile parfois, quand on a passé 40 piges, de tout remettre en question. Ça veut dire remettre en question ses fantasmes, ça veut dire ouais, c'est trop compliqué, quoi. Trop compliqué. Est-ce que c'est un problème générationnel? Est-ce que du coup la prochaine génération va ouvrir de nouvelles portes, ou est-ce qu'ils vont finir comme la génération non, je crois pas. actuelle? Franchement, je crois pas. Moi, je suis hyper optimiste pour intervenir assez souvent dans les lycées. Et puis pour avoir une ado aussi à la maison. Donc je me rends compte quand même dans les interventions que je peux faire et les réactions des gamins, enfin quand je dis des gamins, c'est 15, 16, 17, que déjà ils sont plus conscientisés pour tout. Ils sont déjà, ne serait-ce que les termes consentement, le terme consentement qui était un terme que moi j'employais pas, que nous on n'employait pas quand on était ado dans les années 90, les termes consentement, harcèlement, ou même des termes anglo-saxons. D'ailleurs c'est intéressant quand les termes sont anglo-saxons et qu'on n'a pas d'équivalent en français, c'est que ça veut dire quelque chose en général. Mais les termes comme slut-shaming, etc., mansplaining, manspreading, etc., tout ça c'est un vocabulaire qui fait pas, et pourtant ils sont pas tous militants, mais ça fait partie de leur vocabulaire. Et moi, ce que je trouve vachement intéressant, c'est qu'à l'époque où nous, on était militants aux années 90, ça faisait même pas partie de notre vocabulaire, alors que nous-mêmes, on était censés être conscientisés autour de ces questions-là. Donc voilà, cette génération-là, ils s'interrogent. Pour eux, le consentement, nous, quand on parle de consentement, je remarque quand même, quand je discute avec des gens de ma génération, c'est « ouais, mais c'est flou, mais la zone grise, mais en fait, oui, mais et si, et si ». Pour eux, c'est vachement plus simple, en fait. Quand je discute avec eux, je me rends compte que c'est beaucoup, pour eux et elles, en fait, c'est vachement plus simple. Donc moi, j'ai assez foi, justement, en cette génération, mais pas que sur les questions de sexualité, ils sont plus conscientisés sur les questions même d'écologie, je sais pas, d'homophobie. Enfin, par exemple, il y en a. Enfin, je les écoute. Ils parlent vachement plus de non-binarité, de gender fluidité, Enfin, ils sont. Enfin voilà quoi. Il n'y a plus un établissement, il n'y a plus un lycée en France ou une école d'art en France ou que sais-je, où il n'y a pas des personnes qui se revendiquent non-binaires et tout ça. Ça dit quelque chose d'intéressant quand même, quoi. Donc ouais, non, moi j'ai complètement foi en cette génération et je pense que pour moi, pour ma génération, c'est foutu. Là. Il faut que j'arrête de dater les mecs de mon âge, quoi. Non, mais c'est mort. Alors bon, gardons foi en la nouvelle génération. C'est vrai que vous disiez aussi que les réseaux sociaux, notamment, ont permis justement de poser des mots en fait sur ces notions de consentement, etc., qui sont très importantes et qui permettent de nourrir justement cette nouvelle génération. Alors, on parlait de sexualité. On a une autre thématique que je souhaite qu'on aborde ce soir, qui en découle, c'est la maternité. Mais peut-être qu'avant, je vous avais dit qu'on vous donnerait la parole.
il y en a qui souhaitent réagir sur ce qu'on a dit, sur cette partie de sexualité, sur les questions qu'on a abordées. Oui. Je vais peut-être vous apporter le micro, ça va être plus simple. Bonjour. Moi, c'est surtout sur la question du viol ordinaire. En fait, ça fait des années que je m'interroge sur mes pratiques quand j'étais adolescent et dans le début de ma sexualité. Et en fait, un jour, j'en ai discuté avec des amis. Ils m'ont dit « Non, mais arrête de te questionner. C'est un puits sans fond. Tu vas t'effondrer. » Et en fait, ça ne me convient pas comme réponse. Et en fait, j'arrive pas à savoir où j'en suis, en fait. Et voilà, comment, quand on a mon âge, on a à peu près de la même génération. Voilà, moi, je vais avoir 39 ans cette année. Comment en fait comment on gère notre culpabilité en fait d'avoir été un violeur sans s'en rendre compte en fait. Et moi ça me fait mal quoi. Enfin tu vois, je comprends pas. Enfin et c'est un monde dans lequel j'ai évolué et dans lequel on m'a guidé, on m'a dressé comme ça en fait dans toute ma scolarité au collège, au lycée. Et quand a posteriori tu réanalyses les trucs, tu fais mais putain, mais en fait ça va pas du tout ce qu'on m'a inculqué. Donc voilà, c'est un processus que j'ai commencé il y a quelques années et quand j'en parle, presque on se fout de moi dans ma génération quoi. Et aujourd'hui, j'aimerais bien entendre d'autres témoignages. Merci en fait d'avoir souligné ce truc du viol ordinaire parce que j'avais l'impression d'être le seul seul mec dans mon entourage à m'emparer de ce truc là. Donc et après je sais pas qui on en parle, enfin comment on vit quoi, comment on vit le fait de se dire en fait ouais j'ai peut-être violé des meufs qui savent même pas que je les ai violées puisque le rapport au consentement il était pas là quoi. Enfin en vrai je suis effondré de ce truc là quoi et ça fait 5-6 ans que ça me déglingue. Merci. Voilà. Peut-être encore une réaction, une question avant de laisser Ovidie répondre. Je vais peut-être répondre déjà parce que c'est quand même très fort ce que tu dis. Après, quand tu dis des femmes qui le savent pas, en fait, si. C'est avec Wendy Delorme ce qu'on a appelé les salopes ignorantes. On disait on était des salopes ignorantes, dans le sens où ignorantes dans le sens où on n'avait pas forcément conscience, on mettait pas le mot de viol dessus et le mot viol, on l'a mis que des années après en fait. C'est dans ce sens-là aussi on parle de viol ordinaire, c'est que même pour nous, c'était pas clair que c'en était. C'est-à-dire on s'est construite avec ces traumas-là, donc en comprenant bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait absolument pas et qui nous a traumatisés, on va dire, mais on a mis très longtemps avant de poser ce terme viol. Donc quand tu dis les femmes qui le savent pas, c'est pas qu'on le savait pas, c'est que pour nous, voilà, le viol c'était un mec dans un parking avec un couteau, quoi. Et qu'on a mis très longtemps, il a fallu que dans la société et dans notre environnement, on le répète, on le dise, on le répète. Évidemment, quand au milieu militant, les féministes le disaient et l'ont toujours dit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu que ça rentre dans la sphère vraiment publique, dans le discours public comme ça, pour que ça commence à monter au cerveau. Et il a fallu MeToo, en fait, pour que vraiment ça monte collectivement, je veux dire, au cerveau de tout ça. Donc déjà, merci pour ton témoignage. Parce que tout le monde n'en est pas à ce stade de culpabilité aussi. C'est un discours que j'entends aussi, je vois autour de moi, il y a pas mal de mecs qui sont... Alors c'est terrible de dire il y a pas mal de mecs qui sont malheureux de ça, parce qu'au final, il y a ce côté, je me sens mal de leur avoir fait du mal. Mais d'un autre côté, moi je préfère croire en la sincérité aussi, et donc je crois en la sincérité de ce que tu dis. Donc c'est vrai que je l'entends, cette culpabilité. Après... Que faire, tu vois, de ça? Que faire? Tu peux pas réparer, tu peux pas revenir en arrière. Donc la culpabilité, elle sert pas à grand chose. Ce que tu peux faire, c'est effectivement ce que tu disais là, c'est-à-dire en parler autour de toi et en parler aux autres mecs le temps, histoire que ça leur remonte au cerveau, si ça leur remonte au cerveau à jour, en fait. Mais c'est aussi éduquer nos fils, c'est aussi faire circuler cette parole-là pour que juste que ça change, parce qu'en fait on ne va pas revenir en 1995 en se disant ah merde, ce soir-là j'aurais pas dû la doigter alors qu'elle disait non. Enfin tu vois, excuse-moi, je reviens parce que c'est un peu ça en fait, ce dont on parle, c'est un peu ce genre de situation-là, quoi. Donc on peut pas revenir en 1995 et défaire ce qui a été fait.
En revanche, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est avancer collectivement et essayer de faire passer cette parole-là, faire circuler cette parole-là aussi du côté des mecs pour pas que ça se reproduise. C'est tout, c'est la seule chose que tu puisses faire en vrai. Parce que tu vas pas. Parfois, ça fait même plus de mal que de bien. Moi, je pense que si dans Les Cœurs Insolents, je raconte une situation de viol. Je pense que le gars, donc ça se passe en 1994. Donc, je pense que si le gars, il revenait aujourd'hui reprendre contact avec moi en disant ah j'ai lu ta BD, j'ai pris conscience que. Mais je pense que ça viendrait raviver un truc absolument horrible. Je préfère oublier, enfin pas oublier, mais je préfère oublier que cette personne existe finalement. Donc surtout, va pas voir les nanas en leur disant ouais, je suis désolée, je suis mal de t'avoir fait mal, parce qu'alors là, ce serait l'enfer, quoi. Mais voilà, on peut pas tous, et on a tous fait de la merde à un moment donné dans notre vie, donc on peut pas revenir là-dessus. La seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer justement d'avancer et de changer déjà notre façon de penser à nous individuellement et de faire circuler cette parole-là aussi, quoi. Enfin, je crois. Bonsoir. Moi, du coup, je voulais rebondir parce que ça me fait penser à une interview que j'ai vue de Virginie Despentes qui pose la question de savoir si, au final, le mot viol ne devrait pas aussi évoluer pour ce qu'on est en train de décrire là, le viol ordinaire. Et en fait, je me demande si tout ce qu'on met sur le mot viol, toute l'histoire, tout ce que ça veut dire pour ceux qui ne sont pas forcément déconstruits aussi, est-ce que c'est pas ça aussi la raison pour laquelle on n'arrive pas à dialoguer? Vous expliquez, au final, il y a même des mecs de gauche qui n'arrivent pas à se poser des questions, à se remettre en question. Est-ce que c'est pas parce que le mot est trop violent? Est-ce qu'il n'arrive pas à décrire? Est-ce qu'on a vraiment le même mot pour ce que vous décriviez, le viol dans un parking avec un couteau sous la gorge, et le viol du mec ordinaire qui pense pas forcément violer, mais qui au final se pose pas non plus trop la question du consentement. Donc je suis pas du tout en train de minimiser du tout la violence au final de l'acte, mais simplement, est-ce que faire évoluer aussi ce mot-là serait pas une réponse, ou en tout cas une piste pour pouvoir mieux en parler, y compris avec les hommes, et y compris aussi peut-être permettre à ceux qui se posent vraiment des questions et qui commencent à entamer une réflexion sur ce sujet, de se l'approprier en se positionnant pas comme un violeur, au sens où la société, la dureté en tout cas de ce que ça peut revêtir. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de ah mais non, je suis pas un violeur. Je raconte une histoire, je peux la raconter publiquement parce qu'elle l'a racontée sur Twitter et tout ça, mais c'est j'allais dire une mésaventure, c'est bien pire qu'une mésaventure, mais c'est une histoire qui est arrivée à Diane Saint-Réquier, où elle a vécu une situation de ce qu'on appelle de stilsing, c'est-à-dire elle a daté un garçon sur Tinder ou OkCupid ou je sais plus quoi. Et puis elle a bien clairement plusieurs fois dit qu'elle voulait le préservatif, etc., etc. Et il y a eu un moment où pendant l'acte, il a retiré le préservatif sans lui dire, et elle s'en est rendue compte, et etc., etc. Bon, elle a eu une réaction, moi, que je trouve très saine, c'est qu'après, avec une trentaine de copines, elles ont collé. Elles ont tapissé tout son quartier. Mais bon, voilà, après, chacune réagit comme elle peut. Mais bon, bref. Et pourquoi je dis ça? Ah oui, parce que le garçon, du coup, il y a eu une suite, lui a écrit, une fois qu'il s'est rendu compte que c'était placardé dans son quartier. Il n'y avait pas d'attaque ad hominem, hein, c'était pas directement machin truc muche qui habite aux 12 rues du clair-obscur, quoi. C'était pas ça du tout. C'était plus des messages qui lui étaient destinés en fin de compte, et ils comprennent qui pourra, quoi. Et le garçon, quand il a vu ça, il a bombardé de 1000 messages en disant mais comment ça, au contraire, moi je me préoccupe du plaisir des femmes et je suis pas un violeur et machin et tout ça. Et effectivement, le terme pour le viol ordinaire, c'est assez compliqué parce qu'effectivement, il y a tellement une image tellement effroyable de limite Francis Holm, quoi, que les gars, ils n'ont pas envie de se dire ah ouais, non, mais potentiellement, je suis un violeur. Mais alors, la question que j'ai envie de te retourner, c'est d'accord, mais c'est quoi le mot aussi? Alors, je comprends. Alors, est-ce qu'on fait une gradation des viols? Est-ce que. Du coup, je ne sais pas quel terme il faut employer pour ça, quoi. En fait, c'est une vraie question. Tu mettrais quoi comme mot? J'ai aucune idée du mot qui pourrait être approprié. C'est simplement
des mots, on en invente tous les jours pour expliquer des phénomènes nouveaux ou pas d'ailleurs, comme vous le disiez, le manspreading, etc. Et au final, je pense que ça pourrait être intéressant de réfléchir à un mot pour définir quelque chose qui existe et qui n'est, alors sans faire une graduation et sans idée de minorer ou quoi que ce soit, simplement pour donner un mot différent, parce que manifestement ce mot-là, il pose problème. Après, moi, c'est pas mon opinion personnelle non plus, c'est simplement une question qui était, une piste qui était évoquée et que je trouvais intéressante à explorer en tout cas. Non, mais c'était pour savoir justement si puisqu'on cherche des solutions, en fait, je crois que tout le monde cherche des solutions depuis octobre 2017. En fait, je crois que tout le monde ne sait pas trop où on va et se pose des questions et se pose la question de la relation, tout simplement. Donc c'est pour ça, si tu as des pistes aussi de réflexion sur comment est-ce qu'on fait, si vous avez tous des pistes de réflexion, en fait, on peut tous s'écouter collectivement aussi là-dessus. C'est pour ça que je te demandais si tu... Allez-y, je vous en prie. J'ai une solution tout à l'heure pour le mot. Bonsoir. Sur une partie de mon métier, je fais de la protection de l'enfance et je voulais juste soulever un constat sur les jeunes générations, du coup qui sont assez élevées mais par elles-mêmes finalement. Moi, le constat que je fais dans mon métier, c'est que j'ai parfois des jeunes enfants, du coup, de 12 ans qui se retrouvent mamans. Qui ont un contexte social souvent un petit peu particulier qui les amène à avoir ce vécu-là. Mais j'ai aussi d'un autre côté, en école maternelle, parfois des maîtresses qui viennent vers nous pour nous faire part de vécus d'enfants qui viennent se confier à elles et qui, en fait, elles ne sont pas armées, elles ne savent pas quoi dire, elles ne savent pas comment élever les enfants. Je parle plus d'élever plutôt que d'éduquer sur cet aspect-là. Alors c'est plus un constat parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de grosses solutions, mais en tout cas, d'un point de vue éducatif sur l'école, les personnes qui encadrent nos enfants ne sont pas formées vraiment à la question de la sexualité. Et justement, les enfants vont chercher les informations ailleurs et ils font avec ce qu'ils trouvent en fait. Oui, merci, bonsoir. Merci pour les témoignages précédents. Moi, je voulais réagir par rapport à un des éléments de ta présentation, Ovidie, sur les nouvelles générations. Alors moi, je partage, je suis mère d'ado entre 14 et 21 ans et je constate ça aussi, mais en revanche, j'ai été assez estomaquée il y a quelques mois. J'ai découvert en regardant un documentaire sur des jeunes, leur rapport à la sexualité. Donc je vous livre en résumé. Donc en fait, des petits jeunes, âge, ça commence niveau collège, donc ils considèrent que dans le parcours de la sexualité, il y a des figures imposées. Donc d'abord, il y a les prélis, ça va commencer par le doigté et je le suce. Et ensuite, il y a la pénétration, par le sexe du garçon, du sexe de la fille. Et ça, c'est considéré comme l'acte ultime. Et tout ce qui viendrait avant, finalement, ce serait un cran en dessous. Voilà, ce ne serait pas vraiment de la sexualité, ce serait quelque chose qui arriverait avant. Donc déjà, on a une gradation dans les actes et dans les gestes, et on revient à la définition de ce qui peut être un viol ordinaire ou pas. C'est que tout simplement, le viol, il a une définition dans le code pénal. Et donc, il y a des choses, on va dire, des actes sexuels qui sont considérés comme imposés, donc déjà moi je m'inquiète, et deux, certains actes moins importants, moins significatifs que d'autres. Donc moi je suis vite allée chercher mes ados, je leur ai dit non mais écoutez, est-ce que c'est vrai? Et ils m'ont dit oui c'est vrai, c'est comme ça maman, mais bon t'inquiète pas nous on est au courant, on est bien élevés, donc oui forcément élevés par une mère féministe qui leur a bien expliqué quand même pas mal de choses, mais finalement je suis partagée sur cette génération. Et je vous rejoins sur la notion de l'éducation. On en est où des 3 séances annuelles obligatoires entre la maternelle et la terminale de ce qu'est la sexualité, ce que sont les corps, ce qu'est le consentement? C'est quand même fou. C'est obligatoire depuis assez longtemps et c'est respecté à peu près nulle part. Bon, dans certaines écoles d'Orléans, je ne vous en parle même pas, je viens de la région de Versailles, donc je connais bien. Donc ça, c'est une question. Et est-ce que ça évolue ? C'est une question que vous soulevez toutes les deux qui est
hyper intéressante, qui est la question de la formation en fait des intervenants et des intervenantes, et de la non mise en application justement de ces heures qui sont censées être obligatoires. Pour faire une toute petite parenthèse, moi je vis à Angoulême et on a monté une mission en Charente qui était une mission qui a duré 2 ans d'intervention dans les collèges et dans les lycées autour de l'hyper-exposition précoce aux images pornographiques, en gros, pour simplifier le truc. Et en fait, ça a été extrêmement compliqué à mettre en place. Déjà, premier constat, c'est que ces heures, elles sont pas organisées. Ou alors, quand elles sont organisées, c'est intervention pompier. Parce qu'il y a un problème au sein de l'établissement, parce qu'il y a eu une situation de viol ou de revenge porn, d'une vidéo qui a circulé, de ce genre de situation. Et là, tout à coup, qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle que le planning familial existe, ou on se rappelle que le centre d'information des droits des femmes existe, et on se dit est-ce que vous pouvez venir vite intervenir? Donc en fait, c'est une intervention dans une situation de crise, et pas c'est pas une intervention dans un contexte un peu plus apaisé, où justement on peut évoquer cette question de l'injonction à certaines pratiques, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui ne l'est pas, parler de plaisir et de désir. En général, quand il y a des interventions comme ça en milieu scolaire, c'est qu'il s'est passé un truc suffisamment grave pour qu'on rappelle ce que c'est que le consentement ou ce genre de choses. Mais ça a été très compliqué à monter, parce que déjà c'est compliqué d'embarquer toute une équipe pédagogique là-dedans. C'est-à-dire il y a aussi des résistances, pas que de la part des parents. On dit souvent oui, mais les parents, va y avoir le lever de bouclier. En fait, c'est pas forcément les parents. Parfois, c'est au sein de l'équipe elle-même que la CPE ou le CPE a aussi ses propres blocages et va être complètement opposé à l'idée d'aborder ces questions-là. Par exemple, d'aborder les questions de qu'est-ce qu'on peut... par exemple, la question de l'hyperexposition aux images porno, c'est quelque chose qui ne veut surtout pas, parce qu'ils se disent, mais si on aborde ça, ça va avoir un caractère incitatif. Enfin, c'est toujours le même débat qu'il y a. Oui, mais si on parle de drogue, ça va avoir un caractère incitatif. Si on parle de préservatif, ça va avoir un caractère incitatif. Il y a toujours cette espèce de vieille excuse. Donc c'est compliqué, et les infirmières scolaires avec qui je discute, les profs avec qui je discute me disent, mais on n'est pas armé, on n'est pas formé. Donc effectivement, il y a un gros problème de formation. Et parfois, ces heures-là, on demande au prof ou à la prof de SVT de faire ça le 25 juin, juste avant les vacances, à la fin de la classe de 4e, quoi, ce genre de choses, juste pour être sûr de ne pas avoir d'embrouille avec les parents au dernier moment. Je sais parce que je l'ai fait, ça, me retrouver, faire ça avec une classe de 4e, genre l'avant-veille des vacances d'été. On sentait que vraiment, ils avaient poussé ça au dernier moment pour être sûr de ne pas devoir négocier avec les parents, quoi. Donc non, mais il y a un vrai souci d'éducation, et contrairement à ce qu'on pense, moi je crois pas, je fais partie des gens qui pensent que je crois pas que ce soit aux parents de le faire, parce que déjà les parents, on a tous nos propres tabous, nos propres blocages. Et en parler avec nos enfants, ça peut déclencher une forme de panique morale, et on a le droit d'être paniqué par ce sujet-là, en fait, aussi. Et on a le droit d'être super paniqué en se projetant, en se disant oh, mon Dieu, est-ce que ma fille, elle est obligée de je sais pas quoi. Donc je considère, mais c'est un vrai souci. C'est la question que vous soulevez de la formation et de la non mise en application de ces heures d'éducation à la vie sexuelle et affective. C'est un énorme problème. Et à côté, on dit ah ouais, ils sont biberonnés au porno. C'est vrai, ils sont super biberonnés au porno, ça c'est clair. C'est en accès libre et gratuit, ils ont accès à des millions de vidéos sur des sites qui se fichent éperdument de la protection des mineurs et qui laissent tout en accès libre. Bon bah oui, c'est sûr, ils y vont, quoi. En fait, ils y vont, ils regardent, ils ont tous grandi avec ça. Là maintenant, il faut accepter l'idée qu'ils ont tous grandi avec ça. Ces plateformes qui diffusent H24 du porno en accès libre et gratuit, elles existent depuis 2006-2007. YouPorn, la création c'est 2006, Pornhub c'est 2007. Bon bah ils ont grandi avec, en fait. Mais pour essayer d'apporter une touche un peu positive, ils sont aussi entrés dans l'adolescence après MeToo ou avec MeToo. Donc ça veut dire qu'ils sont aussi rentrés dans l'adolescence. Je vois ma fille qui a 16-17 ans, là, qui va avoir 17 ans. Elle est rentrée, quand elle est rentrée au lycée, il y avait déjà eu MeToo et tous les débats autour de ça. Donc à la fois,
ils se construisent avec deux trucs hyper opposés. C'est-à-dire, à la fois, ils se construisent avec du porno qui n'est pas forcément le plus égalitaire par ailleurs, et en même temps, ils se construisent avec les réseaux sociaux où on parle de tout ça, en fait, où on parle de consentement, de harcèlement, de machin. Donc, c'est deux positions qui sont radicalement opposées, mais ils se construisent avec ça. Et je trouve que le résultat est pas si mal, moi. Je trouve qu'ils arrivent à se dépatouiller, mais on les a laissés se débrouiller tout seuls, y compris au-delà du porno. Hein, même, il y a pas mal de nanas qui m'expliquaient enfin de nanas qui sont ados, qui me disent qu'elles ont développé des stratégies, mais dès l'âge de 9-10 ans, des stratégies d'autodéfense numérique. C'est-à-dire vers 9-10 ans, quand elles étaient genre sur Movie Star Planet à habiller les poupées et tout ça, elles repéraient déjà les vieux pédos qui venaient leur parler. Et elles ont développé elles-mêmes des stratégies d'autodéfense numérique parce qu'il n'y avait personne pour les protéger, en fait. Parce que les parents, ils étaient dépassés. Mais c'est quoi Movie Star Planet? Enfin bon, voilà. On a des piles. Allez-y, c'est le moment de... Ouais, juste pour répondre à la dame, donc le planning familial, oui, ça existe, puisque nous, on est pas mal de l'équipe à être là. Sur la question des interventions en milieu scolaire, on fait un peu ce qu'on peut. On est un peu les seuls à bosser sur Orléans sur ces questions-là. On arrive à faire à peu près une trentaine d'établissements sur l'agglo. C'est 2 heures en classe de 3e. Il faudrait essayer d'aborder tout un tas de trucs. Alors aussi bien l'accès au droit, la contraception, l'IVG, etc., mais aussi les questions de genre, de sexisme, de consentement, d'anatomie, parce que clairement là-dessus aussi c'est une grosse méconnaissance. Et puis contrairement à vous, Madame Ovidi, je serais un petit peu plus sceptique quant à cette génération-là. Nous, on... Pardon ? Me cassez pas mon truc. C'est hyper rare que je sois optimiste. Oui, moi, non, je suis plutôt du genre à pleurer dans ma caverne, quoi. Donc là, franchement, me cassez pas mes rêves, quoi. Enfin, ouais, je sais pas si les collègues Nadine. Enfin, moi, j'ai plutôt quand même l'impression que les gamins sont clairement paumés. Qui sont soumis à tout un tas d'injonctions contradictoires et une énorme méconnaissance sur les questions de sexualité au sens très large. Et puis un autre point, c'est la question du consentement. Moi, c'est un truc qu'on réfléchit pas mal au niveau du boulot. Et en fait, c'est un truc qui nous, en fait, ça nous plaît pas. Le terme nous plaît pas et la notion nous plaît pas. Parce qu'en fait, le consentement, en fait, si on regarde sa définition un peu basique, c'est l'acceptation. On accepte quelque chose qui nous est proposé. Or, on peut accepter des choses qu'on ne désire pas, mais on les a quand même acceptées. Pardon ? Donc, on a consenti. Et en fait, moi, je mets toujours un petit peu une espèce de triptyque de mots. Il y a céder, consentir et désirer. Et qu'en fait, juste en plaçant le mot consentement comme ça entre ces deux, et pour moi, ça me paraît logique qu'il soit là, clairement, je pense qu'on comprend qu'on est sur le cul entre deux chaises, que la place du désir n'est pas du tout dans la question du consentement. Or, on nous vend la sexualité comme étant le lieu d'exploration du désir, du désir, son propre désir, du désir de l'autre, etc. C'est comme ça que ça nous est vendu, en tout cas. Or, dans la question du consentement, ça y est pas. Et puis, il y a un autre biais et un autre truc problématique par rapport à ça, c'est que les désirs masculins et féminins ne sont pas perçus, ne sont pas légitimés dans la société de la même manière. Un homme est en droit de désirer, voire en devoir de désirer une femme. Ça ne doit pas être trop désirante. Des garçons, non, pas que des garçons, des élèves de 15, 16, 17 ans peuvent être encore très clairs là-dessus. Une fille qui couche, c'est une pute. Un mec qui couche, c'est au pire, c'est un charreau. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un charognard, c'est pas très grave. En tout cas, clairement, ça s'assume d'être un charreau. Alors qu'être une pute, c'est encore compliqué. Donc la question du désir féminin, il est peu légitime. Pareil, une femme n'accouche pas le premier soir. C'est ce qu'on entend.
ça ne doit pas draguer, ça ne doit pas trop faire le premier pas. Il est attendu en situation hétéro que c'est aux hommes d'initier la sexualité, de la demander. C'est ça qu'il est attendu. Ce qui veut dire que la question si le consentement c'est un accord à une demande, donc c'est-à-dire que la demande elle est principalement masculine et donc le consentement il est principalement du côté des femmes. Et là aussi encore un déséquilibre. Enfin voilà, c'était juste cette petite bout de réflexion. Merci. Merci à vous. Donc voilà le planning familial que nous recevons demain, le 11 pour la soirée de l'invisibilité lesbienne. Donc voilà, revenez demain. Voilà. Moi, je voulais juste donner une solution. Voilà. Là, il y a beaucoup de problèmes. Moi, je voulais juste donner une solution. Je vois qu'il y a là en fait 2 ateliers qui sont nécessaires. Un sur le vocabulaire et un autre sur l'éducation sexuelle. Le FRAC a un hall, c'est 200 personnes minimum qu'on peut recevoir, c'est gratuit. Et celles et ceux qui veulent organiser des ateliers d'éducation sexuelle ici au FRAC Centre-Val de Loire, vous êtes les bienvenus. Et si vous voulez qu'on fasse un atelier pour changer la totalité du vocabulaire de la sexualité, et nous, le FRAC, on s'engage à publier un nouveau dictionnaire des nouveaux mots de la sexualité. Et c'est vrai qu'il faut agir sur le mot. Voilà. Et je voulais donner une solution, parce qu'on ne va pas rester que sur des problèmes. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour vos témoignages, pour vos remarques. Et je pense que du coup, on navigue entre les différentes thématiques que vous voulez aborder. On a parlé amour, on a parlé consentement, on a parlé aussi un peu du corps avec le côté éducation aussi à ce corps et à cette sexualité, selon si on est un homme ou une femme. Mais aussi, on voulait aborder la question de la maternité. Alors, pourquoi la maternité ? C'est assez logique, des fois, ça découle de la sexualité. C'est assez naturel, des fois. Mais du coup, il y a beaucoup de questions sur cette maternité. Déjà, on parlait charge mentale, charge sexuelle, et évidemment, elle augmente ou elle se démultiplie, ou des fois, elle apparaît tout simplement au moment de cette maternité. Et puis, il y a cette pression de la société qui est très forte aussi à ce moment-là, évidemment. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi ensemble, Ovidie, des violences obstétricales, évidemment, puisque toi, tu as fait ce documentaire dessus. Et finalement, c'est vraiment là, dans l'intimité de la femme que ça va se jouer, où on a finalement tout un flot de bataille qui arrive à ce moment-là, où on est déjà, en tant que femme, des fois, à un moment très vulnérable et où on n'a pas cette possibilité de se battre pour conserver cette égalité homme-femme. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut, dans ce moment vraiment d'intimité, de fragilité, continuer à garder cette bataille, ce combat, porter haut la volonté de l'égalité homme-femme dans ces moments-là. Déjà, pour revenir sur cette histoire de violence obstétricale, le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, c'est le consentement. Alors, j'ai bien compris que consentement, c'était peut-être pas le terme adapté pour tout ou quoi que ce soit, mais c'est quand même là que je vois un lien dans cette histoire. Le consentement aux différents actes médicaux, consentir à une épisiotomie ou pas, par exemple, consentir à ce qu'on nous pose les forceps ou pas. Il y a eu, c'est marrant, c'est intéressant parce qu'il y a eu une sorte de proto-MeToo. Ça a été avant MeToo, vers 2014-2015. Déjà, c'est parti des réseaux sociaux, comme souvent. C'est pour ça les réseaux sociaux, c'est pas que oh là là, pourri, la fin de la civilisation. Les réseaux sociaux, c'est ça aussi, c'est de la circulation de la parole. Et il y a eu 2014-2015 le hashtag paye ton utérus et paye ton gynéco. Donc ça arrive quoi ? Ça arrive 2-3 ans avant MeToo. Il y a eu aussi la dénonciation des touchés vaginaux sur patientes endormies au bloc opératoire. Ça, il me semble que c'est 2014, c'est 2015. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Il y a des documents qui avaient fuité de la fac de médecine de Lyon. On s'était rendu compte que dans les évaluations, il était demandé aux étudiants de pratiquer donc, des touchés vaginaux sur patientes au bloc opératoire. Sauf que les patientes, elles n'étaient pas forcément au courant qu'à la queue leu, il y avait peut-être 5-6 étudiants qui allaient faire un toucher, quoi.
Et ça, on s'en était rendu compte. Et il y a plein d'étudiants et d'étudiantes ES surtout qui ont dénoncé le fait que, bah oui, effectivement, on leur avait demandé de faire ça durant leurs études ou même on leur demandait encore de faire ça. Et voilà. Donc il y a eu cette espèce de proto-MeToo avec une remise en question de ces violences sexistes en gynécologie et en obstétrique. Et il y a eu un début de réflexion autour de l'accouchement. Et ça, c'était quand même vachement intéressant parce que c'était un champ qui était délaissé depuis pas mal de décennies. Il y avait eu une politisation de l'accouchement, par exemple, période Lamaze, maternité des Bluets, maternité des Métallos. Enfin voilà, il y avait eu ça avec ce qu'on appelait l'accouchement psychoprophylactique, avec cette idée qu'il fallait que c'était aussi que la douleur était en partie une construction. Alors c'est vrai, c'est pas vrai, mais qu'il fallait dire aux femmes que non, tu enfanteras dans la douleur, cette malédiction biblique, finalement. On peut dépasser ça, etc., etc. Mais donc, en gros, depuis ça, donc depuis Lamaze, depuis les années 50, on ne pensait plus trop quoi, cette politisation de l'accouchement. Et c'est revenu à peu près à ce moment-là, donc avant MeToo, je dirais vers 2015, où il y a eu une remise en question de la surmédicalisation de l'accouchement. Et puis il y a eu surtout cette remise en question du pouvoir du sachant sur la patiente, quoi, en fait. Et on s'est rendu compte pas mal de choses, c'est qu'il y avait des choses qui étaient, je dirais, juste intolérables. Par exemple, dans la gestion de la douleur, c'est-à-dire, par exemple, des césariennes à vif, recoudre une épisiotomie à vif, alors qu'on s'est rendu compte que voilà, un homme, il irait aux urgences, il faudrait lui recoudre le nez, on ne le ferait pas sans anesthésie du tout. On prendrait le temps de faire au moins une petite anesthésie locale ou je sais pas quoi. Alors que pour les femmes qui se faisaient recoudre à vif, on leur disait non, il n'y a pas le temps. Enfin, voilà quoi. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait quand même il y avait quelque chose qui n'allait pas forcément dans cette histoire. Et qui avait aussi des petites humiliations, des infantilisations, ça se dit infantilisation, oui, ça se dit, c'est bon. C'est ça. On est bon. Enfin voilà, il y a eu toute cette réflexion autour du consentement en gynécologie et en obstétrique, quoi. Donc encore une fois, il y a ce truc-là d'intime qu'on a mis un peu de côté en se disant c'est bon, la péridurale a tout réglé. Bon, voilà, tout ça, il y a eu cette remise en question de ça. Et la péridurale, c'est pareil, c'est intéressant, parce que la question, c'est la question du choix, en fait. En fait, chaque femme devrait avoir le choix d'avoir une péridurale ou pas en avoir. Or, on se rend compte qu'il y en a qui veulent en avoir et qui en ont pas. Et il y en a plein qui en voulaient pas à la base et à qui on a dit « Ah, mais ma grande, vous plaignez pas plus tard hein, si vous avez mal. Hein. » Et donc, qu'on a poussé à avoir. Et puis, avec des taux de péridurale, par exemple, dans certaines maternités qui atteignent plus de 90%. Et plus de 90%, c'est comme les votes au comité central, ça sent pas bon, quoi. En général, c'est rarement voulu, quoi. Donc voilà, effectivement, il y a eu cette nécessité à un moment de politiser cette question-là aussi, qui est la question de l'accouchement, et de fait, par extension, la question des violences gynécologiques et obstétricales, et de fait, ça a un lien avec la contraception, ça a un lien, par exemple, avec le fait qu'on ne nous laisse pas forcément choisir notre contraception en réalité, parce qu'on nous parle parfois comme si on avait 12 ans et demi. Ça a un lien aussi avec l'IVG, enfin voilà, et avec toutes les micro-humiliations ou grosses humiliations même que certaines d'entre nous ont pu vivre. Enfin voilà, en fait, ça a un lien. Quand on commence à toucher à ça, on se rend compte que c'est infini finalement. Oui, c'est tout ce qui gravite en fait autour de la maternité et j'ai envie de dire aussi ce qui du coup a un rapport au corps finalement. On y revient là, le droit des femmes à décider de leur corps aussi à travers cette question de la maternité, d'aller pourquoi pas vers un IVG, de choisir, d'avoir donc ce recueil de consentement parce que c'est ça au moment où ça a été politisé en fait cette question, c'est ce à quoi on s'est raccroché, c'est on va recueillir le consentement, on va mettre des affiches dans les hôpitaux pour dire qu'il faut recueillir le consentement, c'est la première chose qui a été faite, voilà. Et il y a encore pourtant beaucoup à faire. Et moi, je trouve qu'il y a aussi, tu vas me dire ce que tu en penses, mais un phénomène un petit peu avec le Covid aussi, beaucoup de désertion justement de certaines femmes
qui se sont dit, voilà, il y a toutes ces violences obstétricales, et en plus avec le contexte sanitaire, et finalement qui se sont éloignés de toute cette sphère médicale et patriarcale pour se dire, je vais accoucher chez moi avec une sage-femme, etc. Est-ce que du coup, c'est pas un petit peu une fuite en avant de chercher d'autres solutions pour sortir de ce système? Souvent, pour en avoir parlé avec une sage-femme libérale qui fait des accouchements à domicile, alors il faut savoir qu'il y a une grosse chasse aux sorcières, des sages-femmes qui font des accouchements à domicile. Donc moi, je suis pro-choix à fond, c'est-à-dire moi j'accoucherai pas chez moi avec les chiens, ma mère pas loin, enfin c'est même pas la peine, mais c'est cauchemar absolu, puis je me vois bien, en plus j'accouche, puis à la fin de la journée c'est moi qui vais faire les devoirs et je sais pas quoi, donc jamais de la vie, mais en revanche je respecte complètement ce besoin-là, cette envie-là de certaines femmes d'accoucher chez elles, loin de la sphère médicale. Or il faut savoir qu'il y a une vraie chasse aux sorcières des sages-femmes qui font ça. On leur demande de payer des assurances qui sont du niveau de ce qu'elles gagnent à l'année, enfin bon bref. Donc il y en a certaines qui ont été radiées ou qui ont eu des avertissements, enfin voilà, alors qu'il y a des pays comme les Pays-Bas par exemple, il y a 30% des accouchements qui se font à la maison, quoi. Donc voilà, donc ouais, il y a pas mal de femmes qui souvent, après un premier accouchement traumatique, parce que ça s'est terminé avec les forceps, parce que ça s'est mal terminé, voilà, c'est terminé en boucherie ou en scène de guerre, qui disent, bon ben, une fois pas deux, et la prochaine fois, je le fais chez moi, avec une sage-femme qui m'explique tout ce qu'elle fait, qui me laisse être maîtresse de mon accouchement, et tout ça. Mais après, il y en a pour qui accoucher à l'hôpital, ça va très bien, et qui veulent une péridurale, et ça se respecte, et voilà, quoi. Mais en fait, la question, encore une fois, c'est la question du choix. C'est de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Il y a un truc aussi qu'on oublie quand même, c'est qu'aujourd'hui, on le dit, mais il y a quand même, on va dire, une femme sur deux qui a subi ou qui va subir des violences sexuelles. Ça veut dire que parmi les femmes qui sont là en train de pousser sur la table d'accouchement, il y en a peut-être une sur deux, il y en a certainement une sur deux qui a aussi vécu des violences sexuelles. Et forcément, moi, je suis sidérée que pendant les préparations à l'accouchement, on ne pose jamais la question, en fait, ou très rarement, ou trop rarement aux parturientes, en disant, mais vous avez vécu ou pas est-ce que vous avez été violée? Juste naturellement, mais quelque part comme on ferait, vous avez du diabète, quoi. Mais posez vraiment la question, parce que de fait, ça peut avoir un impact super fort sur notre façon d'accoucher, parce qu'on sait très bien que quand on a vécu des événements traumatiques, et surtout pendant l'enfance, quand on se retrouve à pousser soi-même sur la table d'accouchement, ça peut nous amener à revivre ça peut faire qu'on se bloque, qu'on n'a plus envie de pousser, que le bébé il descend pas, voilà, donc il y a forcément un lien avec tout ça. Moi je suis sidérée qu'on ne pose pas la question. Aujourd'hui on le sait depuis, encore une fois depuis MeToo, on en parle de plus en plus. Je suis étonnée que cette question ne soit pas posée plus souvent, quoi. Et puis après évidemment on peut aussi parler, mais c'est infini en fait, faut organiser 4 soirées ensemble, quoi. Mais on pourrait parler aussi de l'injonction au retour à la sexualité après l'accouchement, ou d'expliquer aux mamans assez vite, on va tout de suite vous prescrire la pilule. Ouais, pas forcément, non. Ah mais si. Ouais, mais non en fait. Et voilà, il y a plein, ou celles qui retournent un peu trop vite entre guillemets et qu'on regarde à mauvais œil, ou bref. Oui, tout à fait. Et puis cette volonté pour certains gynécologues ou autres, mais il y en a d'autres, mais pour choisir la femme à la place des femmes, ce que leur corps peut accepter ou non, est-ce qu'elle désire ou non. Tu parlais du retour à la sexualité après l'accouchement. On peut parler aussi du retour à la sexualité après une fausse couche, par exemple, qui peut être aussi un sujet extrêmement douloureux, et où les gynécologues des fois peuvent dire c'est bon, vous êtes prête à reprendre la sexualité, allez-y. Mais en fait, c'est encore une fois aux femmes et à leur corps de décider. Donc on revient au consentement et on revient au corps. Je pense que c'est une thématique qu'il faut qu'on aborde. Mais avant, même petit exercice que tout à l'heure, je vous propose de prendre la parole sur ces questions autour de la maternité, si vous le souhaitez. Puis on peut causer aussi de l'injonction à ravoir son corps d'avant et à maigrir dans les semaines, les mois qui suivent l'accouchement, quoi. Je ne vais pas prendre moi la parole pour un sujet comme ça. Là, Oui, par rapport à ça, à cette question, moi j'ai plusieurs questions, mais notamment par rapport à cette question de la maternité. En fait, ce que je constate aussi, c'est que
les femmes enceintes développent une forme en fait de puissance et de force, et que j'ai l'impression en fait que la société a un peu essayé de les déposséder de ça, et de les déposséder de cette féminité. C'est ce qui se passe. En fait, maintenant, on revient un petit peu à d'autres formes d'accouchement aussi, avec les maisons de naissance qui commencent à se développer. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même cette question-là. Et ensuite, après l'accouchement aussi, effectivement, c'est toujours plus l'homme qui va avoir le choix. Enfin, moi, j'ai des amis qui ont été dans les deux cas de figure, une qui voulait se faire ligaturer les trompes à 35 ans parce qu'elle voulait plus d'enfants, et ça a été un parcours hyper compliqué. On lui disait mais non, mais si votre mari veut des enfants, ou si vous, et elle disait mais non, mais c'est moi, c'est mon corps, c'est mon choix, même si lui il se remarie, enfin peu importe. Elle disait même dans ce cas-là, en fait, un homme a toujours plus le choix qu'une femme, ou dans le cas contraire, une autre amie qui venait d'avoir un enfant, mais par PMA, après un parcours hyper compliqué, voilà, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et on lui disait, bah, maintenant, il faut prendre une contraception. Elle disait, bah, non, en fait, la pilule, non. Et puis, en fait, bah, si. Enfin, et je trouve que, voilà, en 2022, où on parle beaucoup de féminisme et de société qui soi-disant, évolue dans ce sens-là, on est encore beaucoup dépossédés en fait de nos corps et de notre volonté en fait. Donc j'avais cette question-là, et puis j'en avais une autre aussi un peu par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la question du féminisme et du rapport aux hommes en fait avec le féminisme, et qui est de la question en fait du féminisme et de l'hétérosexualité, parce que je trouve que quand on est une femme hétérosexuelle, c'est très compliqué. Donc voilà, moi je suis assez d'accord avec le choix de Maya Mazoret, et c'est le choix que je fais aussi, parce que je trouve que c'est plus simple avec les hommes plus jeunes et qui sont effectivement plus ouverts d'esprit sur ces questions-là. Mais en fait, je trouve qu'on parlait, enfin tout à l'heure vous parliez de charge mentale, et je trouve qu'il y a aussi une forme de charge mentale dans le fait que ce soit aux femmes, et ici on est quand même une majorité de femmes, et je trouve ça dommage que ce soit en fait aux femmes de faire l'éducation féminisme des hommes, et que des fois c'est aussi une forme de charge mentale et on n'a pas toujours envie. Et du coup la question aussi c'est comment on fait pour être une femme et hétérosexuelle. Waouh. Exécuter tous les hommes de 53 ans dont je fais partie, et puis vous regardez que les jeunes. Non, mais sur le fait de les éduquer, non, au bout d'un moment, pas le time, quoi, comme on dit, quoi, juste pas le time, quoi. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est une vraie question, et c'est une question. On vit quand même un truc super fort en ce moment, parce qu'on est quand même très, très, très nombreuses à se poser la question de la compatibilité du féminisme et de l'hétérosexualité. C'est dans l'air. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu autant de livres qui sont sortis sur la question que ces 2 dernières années. Il y a plein de, je les compte même plus autour de moi, de femmes qui disent. Ouais, non, moi je capitule, j'arrête, quoi. Je sais pas, ça va être Olympe de Gaulle qui fait la grève de l'hétérosexualité, ça va être... Quand on a bossé avec Tancred Ramonet là, sur la série sur l'absence de sexualité, je me suis rendu compte que la moitié de mes copines autour de moi, en fait, ne voulaient plus relationner avec des hommes depuis 2 ans, 3 ans, ce qui correspondait un peu à MeToo, en fin de compte, quoi. Et qu'il y en avait un paquet qui avait dit « Ouais, c'est bon, fuck it, j'arrête ». Donc je trouve que c'est quand même hyper intéressant ce qui est en train de se passer. Il y a une grosse remise en question aussi des rapports amoureux. Comment est-ce qu'on révolutionne le rapport amoureux? Je pense au livre de Mona Chollet sur la question. Mais je pense tout à l'heure, je parlais de Martin Page. Mais oui, Martin Page, au-delà de la pénétration, il y a aussi plein de mecs qui remettent tout ça en question, qui se disent « Oh là là, mon Dieu, j'ai construit toute mon identité autour de ça. Qu'est-ce que j'en fais? Mais en fait non, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ce modèle-là de masculinité, j'ai pas envie de me construire là-dedans. » Puis il y en a un paquet. C'était notre discussion avec Tancred quand on faisait cette série, c'est que Tancred, lui, il est plus vieux que moi, il a 47 ans, donc quand on a bossé dessus, il en avait 45, et il disait mais j'approche de l'âge où ça va plus me servir à rien, où ça va être de plus en plus compliqué, et donc il était dans une remise en question identitaire complètement de ce que c'était qu'un homme et tout ça. Et non, mais oui, mais ça, c'est une question, c'est la question civilisationnelle, c'est la rupture. Enfin, pour moi, il y a une rupture civilisationnelle avec MeToo, et parce que à partir de ce moment-là, il y a des millions et des millions de femmes qui se sont posées la question de mais comment je vais faire pour continuer à faire l'amour, en fait, et comment je vais faire pour continuer à être hétéro.
Et ça, je trouve ça intéressant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a toutes déserté, mais c'est quand même dans l'air. Enfin, je sais pas, autour de moi, il n'y a pas une nana qui se pose pas la question, en fait. Et Maya, pour vous donner la fin de la conversation au téléphone de l'autre jour, parce que moi, je suis là, ah bon, parce que moi, les jeunes, pas trop, quoi. Et je dis, ah bon, mais ça va quand même, et tout ça. Et elle me dit, mais tu sais quoi, moi je pense quand même que je vais arrêter l'hétérosexualité, en fait. Donc, ok, Maya, c'est vachement intéressant parce que quand même on parle de personnes qui travaillent sur les questions de sexualité. Maya Mazourette, elle donne des conseils aussi. Elle est censée être sexperte entre guillemets, et c'est quand même vachement intéressant d'avoir ou Juliette Dragon aussi de l'école des filles de joie, qui aussi est dans un truc d'éducation populaire, de transmission des savoirs en matière de sexualité. Genre elle me disait, mais moi ça fait 2 ans que j'ai pas baisé, hein. Et en fait je trouve ça hyper intéressant de voir toute une génération de femmes qui ont travaillé sur les questions de sexualité, qui se sont même sexualisées elles-mêmes en mettant en scène leur corps, je sais de quoi je parle là-dessus, et pourtant on se dit, ouais, en fait, on va peut-être arrêter, quoi. Donc c'est la question du moment, en fait, que vous soulevez, quoi. Et moi, je n'ai pas la réponse. Hein. Mais... Qui veut intervenir? J'imagine qu'il y a plein d'autres gens qui sont peut-être dans la on donne la parole d'abord aux personnes qui n'ont pas encore parlé, et puis qui veut prendre la parole sur cette question? Oui. Je voudrais juste peut-être amener un tout petit peu de, je ne sais pas si on peut dire d'optimisme, ou de dire qu'il y a quand même des choses qui peuvent évoluer. Votre documentaire sur les violences obstétricales, moi je suis interne en médecine, j'étais aux urgences gynéco quand il est sorti. La chef de service avait demandé à tout le monde dans le service de le voir, de faire des calculs sur les taux d'épisiotomie de chaque chirurgien, et il y a eu une grosse remise en question pour voir quelles étaient les pratiques dans le service, et aussi une discussion des aides-soignants à la psychologue, à l'assistante sociale, pour discuter de comment on pouvait permettre aux femmes de mieux accoucher, ou comment est-ce qu'on pouvait être plus à l'écoute et remettre en question toutes ces pratiques. Donc je suis d'accord que c'est pas encore une majorité d'endroits dans lesquels ça se fait, mais ça se fait dans certains endroits. Nous, on l'avait relayé aussi au niveau de notre faculté, où il y avait des ciné-débats qui avaient été organisés à la suite avec le document. Et donc je pense que c'est comme pour beaucoup de problèmes qui touchent à la santé, il ne faut pas hésiter aussi pour les personnes qui font partie, que ce soit d'associations ou dans leur cadre de leur métier, de proposer dans les structures d'enseignement, notamment d'enseignement supérieur et à la fac, des soirées pour venir en discuter avec les étudiants, parce qu'aussi il y a quand même un formatage qui se fait au fur et à mesure des années. On a, les mentalités changent. Il y a aussi une génération, là, je pense, de médecins, tant qu'ils ne sont pas partis, malheureusement. Enfin, non, mais eux, par contre, je pense qu'on ne peut rien faire pour eux. Et donc, faut pas hésiter à venir justement interagir. Je pense qu'il y a plein de jeunes étudiants en santé qui croient, qui sont intéressés et qui se posent des questions là-dessus, et qui aimeraient pouvoir en échanger avec les patients. Donc, ne pas hésiter. Et aussi, il est de plus en plus question, au Canada ça se fait, que des patients viennent donner des cours, par exemple que sur le diabète, on a un patient diabétique qui vient nous expliquer comment il vit son diabète, comment il gère, et qu'à côté du prof d'endocrino, il donne son avis sur les traitements et son ressenti. Ça peut tout à fait s'envisager en gynécologie ou concernant les violences. Donc je pense que comme le FRAC, les facs de médecine sont plus ou moins ouvertes, je vous l'accorde, mais il ne faut pas hésiter à taper à la porte. Il y a plein d'assauts étudiantes et plein de gens qui seront sûrement ravis. Et ça permet d'apporter des billes et puis votre ressenti de patient. Donc, n'hésitez pas à venir toquer. Voilà. On invite tous les étudiants de médecine au FRAC. Alors. Qui veut reprendre la parole? Sinon, je te repasse la parole puisque tu... Désolé de reprendre la parole. C'était pour répondre notamment à l'injonction à la parentalité. Quand j'entendais que pour une femme, pour se faire une hystérectomie, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai pas d'enfant et j'ai fait une vasectomie. Et la première fois que j'en ai parlé à un médecin, enfin une médecin pour le coup, elle m'a regardé droit dans les 2 yeux. Elle m'a dit « Mais vous voulez rester un homme quand même ?» Et c'était assez violent. Du coup, je me suis levé, je suis parti.
j'ai pas sorti ma carte vitale, voilà, terminé, plus jamais j'ai voulu la voir. Mais en fait, il y a quelque chose qui résonne, enfin, je me dis, plutôt que le problème de l'hétérosexualité, ça serait pas plutôt un problème de l'hétéronormativité qui est hyper présente. C'est pas enfin, autant avoir des relations hommes-femmes, c'est cool si on aime ça, mais le problème, c'est tout ce prisme hétéronormatif qui est là depuis pas loin de, je sais pas moi, 2000 ans presque, en gros de... Si vous, allez, allons-y, 4 millions d'années. Mais et après, pour répondre à la question sur le mot les femmes enceintes, je ne sais pas si vous connaissez, je suis Louise Morel. C'est une Instagrammeuse lesbienne qui, justement, il y a 2 semaines, a sorti une newsletter justement sur pourquoi on parle des filles et des mamans globalement et pourquoi on ne parle jamais des mères et des femmes quand on s'adresse à des collègues, genre « Salut les filles !» Ben non. Salut les femmes, quoi. Enfin, voilà, c'est pas... Et cette question d'infantilisation et donc du coup ce rapport au mot, voilà, c'était ces questions-là que je me demandais. Du coup, je vais vous conseiller deux personnes intéressantes à suivre, Jacotte et Louise Morel. Voilà. Alors, quelqu'un veut prendre la parole? Et je peux dire une chose, juste une petite histoire. Moi, je viens de chez les Bédouins, donc du Sahara, d'Algérie. Il y avait une tradition très très vieille qui date même avant l'islam, qu'on a découvert. Alors les femmes entretenaient leur sexualité de la manière suivante. À leur tente, quand elles veulent avoir un rapport sexuel, elles accrochent une couleur précise. Puis il y a des hommes qui viennent et elles choisissent l'homme avec qui elles veulent avoir un rapport. Et quand elles ne veulent pas, elles décrochent cette couleur et il n'y a pas de sexualité. Si elles tombent enceintes, la femme rappelle tous les hommes avec qui elle a couché, et elle va leur dire, bon, elle regarde, et elle va dire, je te choisis toi comme le père de l'enfant. Voilà un rapport à l'hétérosexualité complètement différent, mais qui a existé. Ça, je peux le démontrer, etc. Donc voilà, bon, moi j'essaie de trouver des solutions. Merci pour cette anecdote. Oui, il y avait encore une question, pardon. Juste sur la vasectomie, l'autre jour, je suis tombée, je fais juste une petite parenthèse, je suis tombée sur les chiffres. En Grande-Bretagne, c'est, je crois que c'est 10%, c'est un homme sur 10 qui est vasectomisé. Enfin, alors qu'en France, on n'est même pas, on est en dessous de 1%, quoi, en fait. Enfin, c'est vraiment très très faible, donc c'est marrant. Et aux États-Unis, ça m'avait frappé une fois en roulant sur l'autoroute. Il y avait une pub, alors il y avait des pubs pour les armes, des pubs pour les avocats, et il y avait une pub genre pour la vasectomie comme ça sur les affichages d'autoroute, quoi. Enfin, c'est pas du tout le même rapport, mais c'est hyper intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, parce que mais vous voulez rester un homme, ça veut dire quoi? C'est quoi un homme, du coup? Ça pose la question de l'identité, de c'est quoi un homme? Donc un homme, c'est celui qui a le sperme, quoi. En gros, c'est ça. Enfin, c'est assez triste quand même. Enfin, bref. Bonsoir, moi je suis médecin aussi et justement je fais ma thèse sur, je suis en train de la faire sur le vécu des femmes puisqu'il fallait choisir, qui ont fait un parcours de ligature des trompes. Alors je suis désolé si le moment n'est pas approprié, mais effectivement ça va être des entretiens, j'en ai déjà suffisamment, donc zéro pression, mais s'il y a des personnes qui sont intéressées pour me raconter comment elles l'ont vécu et si ça peut justement aider à faire changer les choses. Voilà, mais j'ai fait ça parce qu'effectivement, on constate quotidiennement que c'est encore très très défectueux, que le choix de la contraception et l'accès à la contraception définitive, quel que soit le nombre d'enfants, est encore malheureusement très inadmissible. Je n'ai pas d'autres mots. Voilà. C'est clair, une antenne de la fac de médecine au FRAC. je vois pas de... Merci. Donc, n'hésitez pas à prendre son contact s'il y en a qui veulent témoigner. On a un peu digressé sur les autres thématiques et je ne veux pas prendre trop de temps aussi sur le temps de dédicace, qui est un temps, je pense, que certains attendent impatiemment. J'ai vu des petits livres sur certaines tables. Moi, il y a une question quand même qui me taraude. C'est pas une question d'être alarmiste ou autre, mais on a beaucoup parlé donc des jeunes générations qui avaient un autre rapport à la sexualité. On a parlé du podcast aussi Vivre sans sexualité. Est-ce que
moi j'ai l'impression de témoignages que j'entends que des jeunes générations se dirigent quand même vers une vie plutôt sans ou avec moins de sexualité. Voilà. Enfin, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que c'est une conséquence en fait de tout ça? Est-ce que c'est un maillon de la chaîne qui va ensuite donner autre chose? Alors je vais faire une réponse mais au doigt mouillé quoi. C'est-à-dire je suis pas sociologue, j'ai pas les chiffres, donc c'est vraiment ce que je sens dans l'air quoi. Donc ça n'a pas de valeur scientifique ce que je vais raconter. Néanmoins ce que j'observe quand même c'est effectivement que il y a en fait tout à l'heure je parlais de deux opposés, c'est-à-dire il va y avoir une diversité des pratiques très très tôt. En fait, essayer plein de trucs qui semblent être des figures obligatoires, etc. Et en même temps, un arrêt assez rapide de la sexualité, c'est-à-dire soit un refus de l'hétérosexualité qui est vachement plus assumé. Enfin, je sais pas, moi je me souviens quand j'étais ado, être lesbienne, c'était juste, ça n'existait pas en fait, ça n'était pas dans nos représentations, dans notre environnement culturel. C'était quasiment absent du cinéma, c'était absent des séries, enfin il n'y avait pas ça. Donc c'était absent de tout quoi en fait. Là, je remarque quand même qu'il y a pas mal de petites meufs qui disent ouais bah non en fait, s'il faut que je me prenne une éjac faciale, en fait bah je crois que non, j'ai pas envie d'y aller en fait. Et ça, j'en vois quand même beaucoup. Et je vois pas mal de garçons qui disent oh, s'il faut faire tout ça, je préfère ne pas y aller. Donc le fait est que moi j'en connais pas mal qui vont rester des mois par exemple à discuter sur Discord, etc. mais sans avoir de contact réel, charnel, et ça leur va très bien en fait. Alors est-ce que, et j'ai aucun jugement là-dessus, c'est-à-dire je vais pas dire oh là là c'est triste, j'ai pas à dire ça, et j'ai pas à dire non plus, enfin je sais pas non plus si c'est s'il faut que je dise voilà, c'est génial, ça les préserve justement de se prendre un truc dans l'œil quoi. Donc c'est je sais pas, mais en tout cas j'observe, voilà, encore une fois c'est observation au doigt mouillé, j'observe qu'il y en a quand même beaucoup qui désertent les rapports. Qui désertent les rapports, quoi, qui sont moins dans ce truc un peu joyeux de l'excitation adolescente, de se dire on va tester plein de trucs et tout. Moi j'en rencontre pas mal, et même à la fac et tout, je vois pas mal d'étudiantes pour qui la chair est un peu triste et elles se disent ouais, non en fait, je préfère ne pas y aller. Et je comprends, en fait, parce que confère la conversation qu'on avait tout à l'heure, ouais, bah s'il faut se faire ça. C'est ce que raconte Despentes, quoi, quand elle dit qu'elle s'est libérée de 40 kilos de contraintes en devenant lesbienne et qu'elle dit ni la pipe ni la mode ne me concernent. Bah ouais, je trouve ça intéressant. Effectivement, parfois il y a la flemme. Alors, la flemme, c'est le mot c'est le mot à la mode, quoi. Mais flemme, l'expression flemme, elle n'est pas à la mode en ce moment pour rien, quoi. Je trouve. Il y a plein de petites meufs que j'entends dire ouais, flemme. Bah ouais, mais en fait, je comprends cette flemme généralisée aussi, parce que s'il faut faire tout ça, en plus de réussir ses études, en plus de je sais pas quoi, enfin en plus de toutes les autres injonctions, flemme quoi. Bon, je pense qu'il faudra reparler de tout ça dans un an. Peut-être on n'a pas encore imaginé la programmation 2023, mais on pourrait imaginer faire la première nocturne féministe 2023, se retrouver et se dire un an plus tard où on en est, parce que c'est vrai que tout ça évolue tellement vite. Il y a des nouvelles questions, du nouveau vocabulaire, on en parlait aussi, qui intervient. Donc je pense que ce serait intéressant de continuer plus tard cette discussion. Et en tout cas, parce qu'on a beaucoup parlé du côté hétérosexualité, lesbienne, etc. Donc, comme on l'a dit, on pourra parler en long, en large et en travers de ça demain soir. J'ai deux petites questions quand même. Oui, bien sûr. C'est pour nos camarades là, du planning familial, cette flemme-là, vous la constatez ou pas, cette désertion des rapports? Oui, mais là, c'est... on va se mettre tous à témoigner. Non, franchement, je sais pas. Oui, enfin oui, c'est pas justement Maya Mazorette qui avait écrit un bouquin, non, un article entre la flamme et la flemme. Il me semble qu'elle a fait une chronique sur Le Monde là-dessus. Mais ouais, je sais pas. Ouais, ils ont. Enfin, Nadine, tu peux pas m'aider, s'il te plaît? Non, mais enfin, voilà, j'ai pas, enfin, il me semble pas avoir perçu ça, en tout cas chez les jeunes. Après, il y a le discours, hein, et puis il y a ce qu'ils font. On n'a pas non plus avec eux
tout le temps. Donc, en tout cas, nous, dans nos entretiens, ça c'est pas perçu. Enfin, moi, je le perçois pas. Merci. Ah, il y a encore une intervention par là. Je réponds juste à ça. J'ai l'impression que c'est juste aussi le fait que c'est hyper bouillant en ce moment, ce genre de débat. Et du coup, il y a une espèce de pression qui est mise à tout le monde, aux hommes comme aux femmes. Et du coup, j'ai l'impression que c'est juste aussi le temps qu'on en parle beaucoup, le temps que les choses soient intégrées. Et une fois qu'elles seront intégrées, j'ai l'impression que ça va naturellement se libérer et que ça va juste rentrer dans la culture, en fait, rentrer dans les mœurs, et qu'une fois que ce sera comme ça, il y aura moins cette pression-là, et après les gens auront peut-être plus facilement tendance à trouver une voie, et que pour moi c'est peut-être juste que le débat est très bouillant en ce moment, c'est bouillonnant, le temps que les voies se trouvent, et une fois que ce sera un peu plus avancé, il y aura peut-être un peu moins cette pression qui sera mise, ou qui sera en tout cas prise par chacun, parce que j'ai l'impression que ça ressemble un peu à une pression, quoi. Que c'est plus un plaisir, c'est plus un désir, c'est une contrainte, et j'ai l'impression que ça va amener ça, quoi. Je repense à quelques stats là tout à coup qui me reviennent en tête, qui vont quand même un peu dans ce sens-là. C'est que c'est une étude qui a quelques années déjà, mais j'avais vu passer en Suède. Il y avait une Suédoise sur 2 qui disait qu'elle préférait faire un footing que de faire l'amour, en fait. Et ça, je trouvais que c'était hyper intéressant, parce qu'en plus, quand j'ai eu, j'étais un peu dans ce mood-là, de me dire, ouais, c'est vrai que je préfère aller faire un footing. Et il y a aussi, je crois, c'est un Américain sur 4 qui préfère regarder Netflix que de faire l'amour. Et il y a aussi au Japon ce qu'on appelle les mangeurs d'herbe, où carrément on estime que qu'ils sont presque responsables de la chute de la natalité là-bas. En gros, c'est des jeunes gens, quoi, qui veulent pas, voilà, qui veulent juste pu et pas, et on estime qu'ils sont suffisamment nombreux, en tout cas pour que ça ait un impact sur la natalité. Donc il se passe un truc, a priori il se passerait quand même un truc, serait quand même dans l'air du temps un peu partout, quoi. Oui, moi je veux juste pareil, je vais faire une réponse, je vais vous poser une question, ou plutôt faire une réponse au doigt mouillé, parce que je suis enseignante, bon il en faut une. Je suis enseignante et je vois justement, et j'envie les jeunes générations là d'élèves que j'ai, qui vivent la sexualité, moi je trouve d'une façon tout à fait décomplexée, en se donnant des choix, en se donnant des libertés que moi j'ai pas pu connaître, parce que plus de 50 ans, donc pas le même disque dur, et au contraire je trouve que là elles sont, et je pense notamment aux jeunes filles que j'ai en face de moi, puisque j'ai des élèves qui sont en ST2S, sciences sanitaires et sociales, et elles sont d'une grande liberté, et voilà, et elles assument totalement, et il y a du désir, et il y a de l'amour, et ça franchement moi je trouve ça vraiment plein d'espoir et d'optimisme. Et donc j'abonde dans votre sens quand vous dites qu'effectivement vous croyez en cette jeunesse-là, et moi aussi, et je le vois et je le vis, et voilà, c'est tout. C'était un témoignage. Merci. Merci, bonsoir. Je vais rebondir également sur les différentes interactions. Effectivement, personnellement, moi je constate que j'ai soif de liberté, mais que je me retrouve enfermée dans une cage, et que le sentiment de flemme, il est grandissant. Oui, j'ai la flemme de faire l'éducation d'un partenaire sexuel. J'ai la flemme de la société qui n'entend pas que j'ai un corps, je suis un être humain, que j'ai des ambitions, que j'ai envie d'exister, et que j'ai envie de m'épanouir. C'est pas un débat aujourd'hui qui va se conclure dans quelques temps et apporter des solutions. C'est tout le temps, c'est fatigant. Et ouais, flemme, mais envie, mais flemme. Merci. Vous vouliez prendre la parole ? Et moi, je voulais évoquer la question de l'abstinence, justement. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est aussi un des objectifs et un des buts des néoconservateurs, quelque part? Voilà. C'est quelque chose qui peut aussi être en lien avec des groupuscules, du lobbying religieux. Moi, c'est quelque chose qui peut me faire peur, cette
ce postulat. Voilà. Ben, en fait, ça dépend ce qu'on appelle abstinence. Si l'abstinence, c'est effectivement se restreindre pour des raisons morales ou religieuses, c'est souhaitable finalement pour personne, quoi. Après, il y a les sexualités empêchées, ceux qui se retrouvent abstinents malgré eux. Par exemple, ça va être les prisonniers de longue durée, et pour qui c'est une torture. Parfois, c'est même pas une question de sexualité, c'est juste de ne pas avoir de toucher, de contact, etc. Donc l'abstinence... L'absence de sexualité, elle n'est pas toujours choisie. Après, effectivement, évidemment qu'il va y avoir surtout aux États-Unis, des lobbies religieux qui vont prôner l'absence de sexualité avant le mariage. C'est ce que s'appelle le no-ring, je sais plus quoi, là, ceux qui se portent ils se portent un anneau de reconnaissance entre eux pour dire que voilà, ils baiseront pas avant le mariage. Enfin, bon, ce genre de mouvement de jeunesse, mais qui existe, qui existe en France aussi. Mais après, il y a aussi la sortie volontaire de la sexualité et de l'hétérosexualité, ce qui est encore autre chose, mais qui n'est pas nouveau, cette sortie de volontaire de l'hétérosexualité. Je ne sais pas si on lit... mais il y a ça même chez les anarchistes du début du XXe siècle, quoi. Il y a ça avec Madeleine Pelletier, par exemple, qui refuse, ou même Louise Michel, on retrouve ça, et on retrouve ça dans les années 70, on retrouve ça avec Monique Wittig. On n'a jamais autant relu Monique Wittig qu'en ce moment. Enfin, c'est pas un truc récent quand même, cette volonté politique de sortir de la sexualité, ou en tout cas de l'hétérosexualité. Et ça, pour le coup, c'est pas mu par des raisons morales, ni par des... c'est pas porté par des mouvements conservateurs, ça, pour le coup. Donc, et puis il y a ceux qui veulent juste pas, quoi, qui ont juste plus envie, parce que pas envie de jouer le jeu. Et puis il y en a qui ont jamais voulu aussi, c'est les asexuels, ils sont beaucoup moins nombreux, c'est quoi, c'est 1% de la population, ils sont pas très nombreux. Mais il y a aussi ceux pour qui, voilà, c'est même pas, il n'y a pas de raison religieuse, morale, ni quoi que ce soit, ils veulent juste pas. Et c'est ok, en fait, quoi, parce que là, pour le coup, c'est un des trucs avec lequel je suis encore en accord par rapport au féminisme pro-sexe. Pour féminisme pro-sexe, une des maximes, c'est quand même c'est le droit de faire l'amour avec qui on veut, comme on veut, quand on veut, mais c'est aussi le droit de ne pas faire l'amour du tout. Il y a aussi ça dans le féminisme pro-sexe, l'idée qu'on peut aussi ne pas avoir envie, et c'est pas forcément porté par des mouvements conservateurs ou quoi que ce soit, quoi. Moi, je pense que les mouvements conservateurs, ça les fait plus flipper quand on parle de sortie de l'hétérosexualité. Je pense qu'ils sont un peu en PLS, comme on dit, quoi. Que je pense pas qu'ils soient contents en se disant bah super, les femmes arrêtent d'avoir des rapports sexuels. Non, on a quand même plein de femmes qui disent bah moi j'ai plus envie de relationner avec les hommes. Je crois pas que ça leur fasse plaisir, en fait, du tout. Donc non, voilà, enfin, je crois. Quelqu'un veut prendre... Oui. En fait, je comprends cette histoire de flemme, et enfin, c'est ok, tout. Mais je trouve ça super dommage, parce que si c'est à cause d'une histoire de construction sociale et que c'est flemme parce que bah, ça me fait chier de tomber sur un gars qui va me faire une éjac dans l'œil, et que flemme de le déconstruire, et le gars qui se dit oui, mais moi, flemme de devoir faire 18 positions parce que c'est ça que je vois dans les pornos et que je crois que c'est ça qu'il faut qu'on attend de moi. Bah, c'est super dommage. Enfin, je comprends qu'on n'ait pas envie d'y aller, mais c'est une histoire de... Ouais, c'est juste de la communication, parce que la sexualité, ça peut être aussi super fun, super marrant, super épanouissant, super... ouais, c'est juste de la communication, donc je sais pas comment... Je suis pas sûre que ce soit que de la communication, parce que je crois pas que discuter avec ce soit suffisant pour que ça change. Hein. Alors là... Parce que même communiquer, il y a des trucs qui sont hyper ancrés en nous. Enfin, parce que c'est pas juste se prendre un truc dans l'œil, c'est aussi s'auto-obliger à se dire je suis pas épilée, j'y vais pas. Enfin, c'est plein de choses qu'on s'auto-impose nous-mêmes parce que on subit toutes ces injonctions-là. Et que voilà, qu'on se dit, c'est un ensemble, c'est tout un ensemble de partir du principe que notre plaisir il est optionnel. Il y a quand même un peu ça aussi dans les rapports. On n'a pas attendu, il n'y a pas que dans le porno que le rapport se termine après l'éjaculation. Ça se termine chez monsieur et madame tout le monde, ça se termine comme ça. La fête commence avec l'érection et se termine après l'éjaculation, et après l'éjaculation il ne se passe plus rien. C'est quand même un truc hyper banal, en fait, et que la plupart des gens d'ailleurs ne voient pas forcément comme violent ou quoi que ce soit. C'est hyper banal.
Et avec cette idée que, bah oui, le plaisir de la nana, il est un peu optionnel. Si elle jouit, tant mieux. Si elle jouit pas, bah tant pis pour elle, quoi. Et c'est tout ça, c'est tout cet ensemble-là qui fait qu'à un moment... Et je suis pas sûre que ce soit suffisant pour d'en parler, en fait, pour tout à coup, tout... Enfin, je suis pas sûre. Enfin, je sais pas où moi j'ai pas eu de peau, quoi. C'est peut-être ça aussi. Parce que j'ai l'impression de leur avoir causé quand même. J'ai l'impression de leur avoir causé directement, j'ai l'impression de leur avoir causé publiquement, j'ai l'impression de leur avoir causé à travers des livres, à travers des BD, de la télé, de la radio, je sais pas quoi. Et quand je me retrouve face à eux, c'est quand même pas ouf et ça se termine quand même par une éjaculation et puis moi qui reste sur le côté en me disant je vais peut-être me finir sous la douche, quoi. C'est quand même ça, je veux dire, mais comme tout le monde, quoi, comme toutes les nanas hétéros en vrai. C'est juste que nous on le fait, c'est juste que moi je le dis et que nous on le dit. Pardon, moi je voudrais revenir aussi sur le côté de la flemme où je peux comprendre, mais le souci c'est que dans l'amour aussi il y a du désir, mais je pense qu'il y a surtout de l'écoute de soi, l'écoute de l'autre et l'écoute des corps. Et c'est vrai que quand on arrive sur un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, avoir la flemme parce qu'on ne fait plus l'amour sur du désir, de la passion et du partage, on est obligé de faire une thèse sur le consentement. Donc, et c'est vrai que des fois, je peux comprendre qu'on n'ait pas vraiment envie d'avoir des rapports avec l'autre. Et je pense que l'écoute, je pense que ça fait partie des choses les plus importantes, d'écouter quand on dit non, ben c'est non, voilà, point. Et je pense que c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Merci beaucoup. Moi aussi, je peux dire un mot. J'ai 53 ans et je peux témoigner qu'en 53 ans d'homme, nous parler ne suffit pas. Donc, je suis désolé. Ça ne nous suffit pas. Nous sommes violents par essence. Nous sommes des éjaculateurs précoces frustrés. Et c'est la nature nous a fabriqués comme ça. Enfin, il faudrait peut-être juste reprendre biologiquement. Un homme, c'est un éjaculateur précoce. Voilà, il n'a pas d'imaginaire. Donc, il y a un moment donné où notre cas, il est vraiment très violent. Donc, moi, je comprends. Et il faut repartir vraiment de la base, c'est-à-dire d'une remise en cause de ce que nous sommes. On ne peut pas demander aux femmes de nous parler ou de nous écouter. Non, non, c'est à nous de faire le boulot. Ah là, je suis désolé, mais voilà. Moi, je pense ça. Je ne suis pas dans le camp des... Enfin, bien sûr, je suis d'accord. Mais en fait, je pense que j'ai mal choisi mon mot. Ce n'est pas communication, mais c'est peut-être juste... Parce que ce n'est pas dans un dialogue entre deux personnes. C'est plus... En fait, j'ai envie d'être optimiste et de croire à justement la déconstruction et justement et de croire en ces futures générations et ces nouvelles générations qui sont là. Ces jeunes qui, je trouve aussi, sont beaucoup plus ouverts. Et je ne sais pas, j'ai envie d'espérer que... Ouais, les rapports sexuels seront beaucoup plus simples et beaucoup plus décomplexés et beaucoup plus... Enfin, que oui, j'ai 37 ans. Voilà. Et enfin, je sais pas, quand je vois ma belle-fille qui a 13 ans, et le week-end dernier, elle m'a dit que, mais hyper facilement et naturellement, elle avait été en crush sur sa meilleure amie. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est génial parce qu'elle te le dit. Moi, à son âge, déjà, si je l'avais été, je pense que je ne me le serais pas avoué ou je me serais posé 12 000 questions. Et là, c'était facile, quoi. Et je sais pas, c'était plus par optimiste et me dire, oui, à force de déconstruction, plus que de communication, à prendre un gars au lit qui a été relou ou quoi, et lui dire, bah écoute, mon grand, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ouais, c'est plus général. Voilà. Je suis d'accord avec ce constat, mais moi je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations sur Internet, d'explications. On va, oui, trouver de l'information bonne ou mauvaise d'une façon très très exhaustive, mais ça n'empêche pas que concrètement... aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, tous les jours, il y a toujours ce même cycle où finalement la femme, c'est pour concevoir on veut qu'elle fasse des bébés pour le futur de demain, qu'on va mettre en place des systèmes en limitant ses droits, ses libertés, en favorisant un sexe ou autre, et finalement, il y a cette fracture.
et à l'heure d'aujourd'hui où personnellement moi je ne me retrouve pas, j'aspire aussi à ce que les générations d'après trouvent encore de l'information, de l'éducation. La nature est bien faite, les hommes ne sont pas des éducateurs précoces nés, on les a éduqués ainsi et ils ont trouvé cette information facile, ça allait dans leur sens et voilà, ils sont bien contents. Comme nous, on a aussi notre part à jouer là-dedans, on a favorisé tout cela. Mais demain est un autre jour, de nouvelles possibilités et gardons espoir pour demain. Je ne disais pas ça pour... Je veux juste dire que je ne disais pas ça pour justifier, je dis ça que la remise en cause des hommes doit être à la racine et pas simplement à la superficie. Et ça commence par la reconsidération de ce que nous sommes. Et je suis désolé, nous sommes éduqués pour être violents. Enfin, il faut commencer par dire ça. Si chaque homme comprend que dans ses actions, il est violent, c'est un fait, c'est juste de commencer par ça. Et qu'il a un rapport très complexe à la sexualité à cause d'un fait naturel et qu'il doit s'éduquer, s'apprendre, apprendre des choses, découvrir son corps, etc. Tout un ensemble de choses que nous n'avons jamais appris à faire. Non, mais moi, je ne suis pas une femme, donc je ne peux pas parler à votre place, mais je parle du corps que je connais et que je me réveille avec ce corps tous les matins. Peut-être tu veux dire quelque chose Pas du tout. Non, moi j'écoute, ça fait d'Amalie. Ah, tiens. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Vincent Renaud tout à l'heure du planning sur ce que les jeunes ont appris soit dans leur famille, soit par la pornographie. Mais c'est peut-être parce que il n'y a pas de réelle politique publique, justement, en faveur de l'éducation. Parce que quand on va dans le primaire, c'est un vrai bonheur. Garçons et filles, eh bien, ils ne se sentent pas, les garçons, ni éjaculateurs précoces et les filles, ni des pauvres petites choses. Ils ont envie exactement des mêmes choses. Exactement. Ils veulent aimer, ils veulent avoir... alors, ils ne pensent pas à la sexualité encore, mais ils sont amoureux. Ils ont tous un petit copain ou une petite copine. Et donc... il faut absolument, et on reboucle avec ce que vous avez dit au début, il faut que nous exigions de nos élus, de nos gouvernements, que les politiques publiques se fassent en faveur de l'éducation à l'égalité. On ne peut pas faire quelque chose qu'on n'a pas appris. Si on a appris par ce que vous disiez, par le porno, comment doit se comporter un garçon et comment doit se comporter une fille, c'est fichu. Même pour les jeunes générations. Et puis, il y a plusieurs types de jeunes. Aujourd'hui, j'étais au lycée Voltaire, dans mon lycée, et je rencontrais des jeunes, et j'avais amené des petits préservatifs. Il y en a très peu qu'en ont pris, parce qu'ils n'y pensent pas encore. Ils étaient en terminale, ils pensent à autre chose. Ils ont les objectifs, l'impératif du projet professionnel, du bac, de Parcoursup, des études supérieures. Franchement, c'était pas la sexualité. Par contre, l'amour, peut-être, oui, il faisait bien la différence entre une sexualité qui peut-être demande du courage, demande d'avoir envie de faire des galipettes ou autre, mais l'amour, oui. Et puis, autre chose que je voulais dire, c'est vrai, vous l'avez dit, des jeunes ont moins de mal à dire qu'ils vont aimer une fille s'ils sont une fille ou un garçon s'ils sont un garçon. Mais je ne sais pas si c'est dans toutes les couches de la société. Il est bien évident que là, ce dont on parlait, c'est plutôt des gens un petit peu éduqués, dans les milieux que nous fréquentons peut-être. Mais dans nos élèves, moi quand je parlais de l'avortement, par exemple, c'était « Ah non, madame ». Oh non, on ne parle pas de ça. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc il y a le poids de la religion, bien évidemment, il y a le poids de 4000 ans d'impératifs du patriarcat, de la domination, mais tout ça, ça ne pourra changer que si on montre aux jeunes qu'il y a d'autres façons
de se comporter. Si on ne leur montre pas, eh ben, ils vont continuer ce que nous-mêmes avons eu au biberon. Voilà. On s'en est sorti, c'est vrai. Ça nous met en colère, c'est vrai, mais on a besoin de se retrouver comme ça pour parler de sexualité, pour parler de violence. C'est quand même pas normal qu'en 2022, il y ait toujours des femmes qui meurent parce qu'elles sont femmes sous les coups des personnes qui disent qu'ils les aiment. C'est quand même pas... Je crois qu'on est un pays barbare pour accepter ça. On devrait être dans la rue tous les jours. Moi, ça fait 40 ans, non pas que je suis en flemme, mais que je suis en colère. Ça fait 40 ans que je suis en colère. Et je l'ai dit à notre ministre, nous avons reçu au planning familial Elisabeth Moreno avec Joël Gauthier, je lui ai dit, elle m'a dit que je l'avais vexée, je lui ai dit, madame, madame la ministre, nous nous retrouverons dans 40 ans ici même, et peut-être que les choses n'auront pas changé si vous ne faites pas des politiques publiques qui favorisent et qui mettent en avant l'éducation. Je suis désolée, mais sans ça, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de changement. Et on est tous acteurs et tous actrices. Et merci pour ce que vous faites. Moi, je vous écoute sur France Culture, je vous écoute dans ce que vous dites et de ce que vous faites. Et je pense que c'est très, très important parce que nos jeunes, justement, ils ont besoin de modèles. Et je pense qu'ils vous connaissent et que voilà, ils se disent « Ah ouais, ben non, c'est super, on peut être comme ça ». Et on parle beaucoup d'hétérosexualité, mais vous savez, il se passe exactement la même chose chez les lesbiennes et chez les homosexuels. La violence existe pareil, les stéréotypes sont les mêmes, et il n'y a pas un côté ou l'autre où c'est mieux. Hein. C'est la même chose. Il y a des gens qui se posent des questions, et il y en a d'autres qui n'ont fait que appliquer ce qu'ils ont appris. Voilà. C'est pour ça que c'est important d'apprendre. Merci. Je pense que ce sera le mot de la fin, Ovidie, si tu veux dire quelque chose, parce qu'il y a la petite séance de dédicace après à la librairie. Non, ben je trouve que cette conclusion, elle est merveilleuse. Donc, oui, effectivement, je peux qu'être complètement d'accord. Donc, non, tout ce que je vais dire, ce sera forcément nul derrière ça. Donc, j'ai rien d'autre à ajouter. En fait. C'était une très belle commission. Merci Monique. Merci beaucoup Ovidie pour cette soirée, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà. Et donc, rendez-vous de toute façon en 2023 pour la suite.